Je m'appelle Henri, j'ai 28 ans, et je n'aurais jamais pensé que mes propres parents me trahiraient de la sorte. Pendant des années, j'ai cumulé plusieurs emplois tout en étudiant l'ingénierie, croyant que mon fonds d'études m'aiderait un jour à rembourser mon écrasante dette étudiante. Puis, j'ai découvert la vérité. Ils l'avaient complètement vidé pour financer l'entreprise de bijoux de ma sœur Hélène, celle-là même qu'ils ont toujours considérée comme plus prometteuse que ma carrière. J'ai coupé les ponts complètement. Quelques semaines plus tard, maman a appelé, envoie de l'argent pour le loyer de ta sœur. Avant de vous dire ce que j'ai répondu, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et abonnez-vous si vous avez déjà dû tenir tête à une famille qui vous prenait pour acquis. Grandir à Westlake, une banlieue de classe moyenne à l'extérieur de Cleveland, dans l'Ohio, semblait parfaitement normal au début. Notre maison à 2 étages de style colonial avec ses volets bleus délavés n'était pas luxueuse, mais c'était chez nous. Mon père, Michael, travaillait comme directeur des ventes dans une entreprise de fourniture de bureau, tandis que ma mère, Caroline, enseignait en 3e année à l'école primaire locale. Ma sœur, Hélène, est arrivée quand j'avais 3 ans, complétant notre famille américaine apparemment parfaite. La première fois que j'ai remarqué que quelque chose était différent, c'était pour mon 7e anniversaire. J'avais espéré un ensemble de blocs de construction que j'avais pointé du doigt pendant des mois. Au lieu de cela, j'ai reçu un sac à dos pratique pour l'école et des vêtements. Maman a souri en s'excusant et a dit « Nous devons être pratiques avec toi, Henri. Tu comprends ?» J'ai hoché la tête, ne voulant pas paraître ingrat. 2 mois plus tard, pour le 4e anniversaire d'Hélène, ils ont transformé notre jardin en un jardin enchanté, avec une maison gonflable louée et un maquilleur professionnel. Quand j'ai mentionné la différence, papa a ébouriffé mes cheveux et a dit « Ta sœur est tellement excitée par ces choses. Tu as toujours été plus sérieux. » Ce schéma s'est poursuivi tout au long de l'école primaire. Mes excellentes notes étaient accueillies par des hochements de tête rapides et des commentaires comme « C'est ce que nous attendons de toi, Henri. » Quand Hélène a ramené un B+ en art, ils l'ont accroché au réfrigérateur pendant des mois et l'ont emmené manger une glace pour célébrer sa percée artistique. J'ai commencé à comprendre mon rôle dans la famille, le fiable, celui qui n'a pas besoin de beaucoup d'attention. Malgré cela, ma passion pour l'ingénierie a éclos tôt. À 9 ans, j'ai démonté et remonté notre grille-pain cassé, rayonnant de fierté quand il a fonctionné à nouveau. Papa a juste froncé les sourcils devant le désordre que j'avais fait sur la table de la cuisine. À 11 ans, je construisais des structures complexes avec tous les matériaux que je pouvais trouver, carton, bâtons de popsicle, vieilles pièces électroniques. Mon projet scientifique de 6e année, un modèle fonctionnel d'un pont hydraulique, a remporté le premier prix à l'Expo Sciences du district. Mes parents étaient présents mais sont partis tôt parce qu'Hélène avait un récital de danse le même après-midi. Madame Donovan, ma professeure de sciences de 7e année, a été la première adulte qui a semblé vraiment impressionnée par mes capacités. Après le cours un jour, elle m'a montré un magazine sur les innovations en ingénierie et a dit « Tu as un don, Henri. Je te vois concevoir des choses incroyables un jour. » Ces mots sont restés avec moi, devenant une étoile du Nord quand la reconnaissance familiale était rare. Quand j'ai eu 12 ans, lors d'un rare moment d'attention parentale, papa a mentionné quelque chose qui allait façonner mes attentes futures. « Nous avons commencé un fonds d'études pour toi, Henri. Si tu continues à avoir de bonnes notes, tu auras une bonne avance pour l'école d'ingénierie. » Maman a acquiescé en signe d'accord, ajoutant « L'éducation est importante. Nous mettons de côté un peu chaque mois. » Cette promesse est devenue fondamentale pour ma compréhension de leur amour. Ils ne le montrent peut-être pas émotionnellement, mais ils planifient mon avenir. Tout au long de mon adolescence, ils ont régulièrement fait référence à ce fonds. On ne peut pas se permettre ces billets de concert, Henri. Nous mettons cet argent de côté pour tes études. Ou, ce camp d'été serait bien, mais nous nous concentrons sur ton fonds d'études. J'ai accepté ces sacrifices, reconnaissant qu'ils investissaient dans mon avenir, même s'ils étaient avares de compliments. Pendant ce temps, Hélène passait par des passe-temps coûteux avec une fréquence alarmante, chacun étant salué comme la découverte de sa véritable vocation. Quand elle avait 13 ans, la photographie est devenue sa passion. Maman et papa n'ont pas hésité à acheter un appareil photo à $2000, ainsi qu'un logiciel de retouche et du matériel d'impression. 6 mois plus tard, l'appareil photo prenait la poussière alors qu'Hélène découvrait la peinture. Notre garage s'est transformé en un studio privé avec des chevalets, des toiles et des peintures de qualité supérieure qui coûtaient plus cher que ce que je gagnais en 3 mois à tondre des pelouses. À 16 ans, Hélène était passée à la conception de mode.
De nouvelles machines à coudre sont apparues, ainsi que des mannequins et des rouleaux de tissu sans fin. Maman l'a conduite à des cours de fin de semaine à Columbus, après de 2 heures de route aller simple. Quand j'ai demandé à participer à un camp de robotique à seulement 30 minutes de notre maison, papa a soupiré et a mentionné des contraintes budgétaires. Peut-être l'année prochaine, fiston. Le fonds d'études passe en premier. J'ai commencé à remarquer des tensions financières dans notre foyer. Les disputes à voix basse entre mes parents au sujet des factures de carte de crédit sont devenues plus fréquentes. Pour aider, j'ai pris un emploi à temps partiel à la quincaillerie locale, travaillant les week-ends et les vacances d'été. J'ai contribué aux dépenses du ménage et j'ai acheté mes propres vêtements et fournitures scolaires, croyant que je protégeais ce fonds d'études sacré. Ma remise de diplôme d'études secondaires aurait dû être une célébration marquante. J'avais terminé 2e de ma classe, obtenant une bourse partielle pour le programme d'ingénierie de l'Ohio State. Mes parents ont assisté à la cérémonie, bien sûr, mais leurs félicitations semblaient superficielles. Bon travail, Henry, a dit papa, en regardant sa montre. Ils étaient impatients de partir pour l'exposition d'art d'Hélène dans un café local où elle présentait ses derniers croquis de mode. Cela pourrait être le début de sa carrière, s'est exclamé maman avec enthousiasme alors qu'il me dépêchait vers la voiture. Mes réalisations ressemblaient à une case qu'ils étaient heureux de cocher comme terminée. Le potentiel d'Hélène justifiait encore leur enthousiasme. Ce soir-là, alors qu'ils s'extasiaient sur les 5 dessins d'Hélène exposés entre la machine à expresso et le présentoir à pâtisserie, je me suis retiré dans ma chambre pour revoir mon dossier d'acceptation à l'université. J'ai calculé les coûts par rapport à mes économies et au fonds promis, planifiant mon avenir avec la précision méthodique que j'appliquerais à n'importe quel problème d'ingénierie. Je croyais que ce fonds représentait leur confiance en moi, même s'ils ne pouvaient pas le montrer autrement. Arriver sur le campus de l'Ohio State m'a rempli d'un sentiment de possibilité que j'avais rarement ressenti. Pour la première fois, j'étais entouré de personnes qui parlaient ma langue des mathématiques, de la physique et du design. Pendant la semaine d'orientation, j'ai rencontré le bureau d'aide financière, mentionnant avec confiance mon fonds d'études. Mes parents épargnent depuis que j'ai 12 ans, ai-je expliqué au conseiller. Je devrais accéder à ces fonds pour compléter ma bourse partielle. La première déception est survenue seulement 2 jours plus tard. Maman a appelé, sa voix étrangement hésitante. Henry, au sujet du fonds d'études. Nous ne pouvons fournir qu'environ la moitié de ce que nous avions espéré. Elle a expliqué que des dépenses imprévues étaient survenues, mais a promis qu'ils enverraient ce qu'ils pouvaient chaque semestre. J'ai ravalé ma déception, ajustant mes plans en conséquence. Cet après-midi-là, j'ai fait une demande de prêt étudiant et j'ai visité le bureau de placement du campus. En une semaine, je travaillais 30 heures à 3 emplois différents, ranger des livres à la bibliothèque, aider dans le laboratoire d'ingénierie et livrer des pizzas les week-ends. Ma journée typique commençait à 5 heures du matin avec un quart de travail à la bibliothèque avant les cours, suivi d'un travail de laboratoire l'après-midi, puis de livraison jusqu'à minuit. J'étudiais entre les livraisons, gardant des manuels dans ma voiture et révisant les formules au feu rouge. Le sommeil est devenu un luxe que je ne pouvais pas me permettre. La plupart des nuits, je réussissais à dormir 4 ou 5 heures avant que mon réveil ne sonne, signalant une autre journée marathon. Mon colocataire Jeff, dont les parents couvraient toutes ses dépenses, observait mon horaire avec un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. « Mec, tu vas t'épuiser », m'a-t-il averti un soir, me trouvant endormi à mon bureau, le visage pressé contre mon manuel de thermodynamique. J'ai juste haussé les épaules. Pas le choix. Un diplôme d'ingénieur ne se paie pas tout seul. Les défis universitaires étaient considérables. Même sans mon horaire de travail éreintant, les cours d'ingénierie exigeaient de la précision, de la créativité et une résolution de problèmes sans fin. Les projets de groupe en ont souffert parce que je ne pouvais pas assister aux réunions du soir, ce qui m'a forcé à terminer mes portions indépendamment pendant les heures de nuit. Mes notes sont restées solides, mais pas spectaculaires, des A- et des B+, où j'aurais pu obtenir des A avec plus de temps pour étudier. La vie sociale est devenue un luxe inabordable. Quand mes camarades de classe m'invitaient à des matchs de football ou à des groupes d'études dans des cafés, je calculais le coût en heures travaillées et en dollars gagnés. Presque toujours, je refusais. Les événements de réseautage, cruciaux pour les étudiants en ingénierie à la recherche de stages, entraient en conflit avec l'écart de livraison que je ne pouvais pas me permettre de manquer. J'ai regardé de loin mes pairs établir des liens qui se traduiraient plus tard par des offres d'emploi. Pendant mes premières vacances de Thanksgiving, j'ai conduit les 3 heures pour rentrer à la maison, impatient de me reposer quelques jours. Dès que j'ai franchi la porte,
la voix animée d'Hélène a dominé la maison. Ça va révolutionner le marché des accessoires, a-t-elle proclamé, montrant à nos parents des croquis de création de bijoux. La table de la salle à manger avait été transformée en un atelier de fortune avec des perles, du fil de fer et des outils éparpillés sur la surface. Hélène a lancé une entreprise de bijoux personnalisés, a expliqué maman, le visage illuminé de fierté. Elle a déjà vendu 3 pièces à ses anciens professeurs du secondaire. Papa m'a tapoté l'épaule. Henri, viens voir ce que ta sœur a créé. Elle a une vraie vision. J'ai posé mon sac de linge sale, j'avais apporté des vêtements à la maison pour économiser sur les coûts de la laverie et j'ai examiné le travail d'Hélène. Les pièces étaient assez jolies, bien que similaires à des articles que j'avais vus dans des kiosques de centres commerciaux. Ça a l'air bien, ai-je offert, essayant sincèrement d'être favorable. Pas seulement bien, a corrigé papa. C'est spécial. Elle parle déjà avec une boutique à Columbus pour qu'elle vende sa ligne. Tout au long de la pause, l'entreprise d'Hélène a dominé toutes les conversations. De nouveaux équipements sont apparus quotidiennement, un four à bijoux spécialisé, des outils de travail, des métaux de qualité supérieure, des matériaux d'emballage avec des logos imprimés sur mesure. Quand j'ai posé des questions sur le coût, maman a fait un geste de la main avec désinvolture. Il faut dépenser de l'argent pour gagner de l'argent. C'est un investissement dans l'avenir d'Hélène. J'ai ravalé la question évidente, qu'en est-il de l'investissement dans mon avenir ? Qu'en est-il du fonds d'études qui avait soudainement diminué quand je suis retourné sur le campus ? Notre communication est devenue de plus en plus distante. Mes appels à la maison aboutissaient à la messagerie vocale. Les appels de retour étaient brefs, maman ou papa disant souvent qu'ils allaient aider Hélène avec une foire artisanale ou une réunion de boutique. Leurs questions sur mes études sont devenues superficielles, leur intérêt semblant épuisé après avoir demandé si je me débrouillais toujours bien. Le schéma s'est poursuivi pendant mes années de 2e et 3e année. Chaque visite pendant les vacances a révélé de nouvelles expansions à l'entreprise de bijoux d'Hélène, une pièce dédiée dans la maison convertie en studio, un site web professionnel, des cartes de visite glacées. Pendant ce temps, chaque semestre a apporté de nouvelles notifications concernant l'augmentation de mes soldes de prêts étudiants. Pendant les vacances d'hiver de ma 3e année, un rassemblement familial particulièrement douloureux a tout cristallisé. Nous avons accueilli de la famille éloignée pour le dîner, et la conversation a tourné entièrement autour des projets créatifs d'Hélène. Mon cousin m'a posé des questions sur mes études d'ingénierie, mais papa m'a interrompu avant que je puisse répondre. Henri se débrouille bien avec ses études, a-t-il dit avec désinvolture. Mais vous devriez voir la nouvelle collection d'Hélène. Elle incorpore maintenant des pierres semi-précieuses. Plus tard, en aidant maman à faire la vaisselle, j'ai entendu papa parler à mon oncle dans le salon. L'ingénierie n'est qu'un travail, a-t-il dit, sans se rendre compte que je pouvais entendre. Hélène a un vrai potentiel. Elle pourrait construire quelque chose de spécial, quelque chose avec son nom dessus. Henri ne fait que suivre une voie conventionnelle. J'ai failli laisser tomber l'assiette que j'étais en train de sécher. Toutes ces années de travail acharné, l'horaire éreintant, les sacrifices, réduits à simplement une voie conventionnelle. Ce soir-là, je suis resté éveillé dans ma chambre d'enfance, fixant le plafond, me demandant si quoi que ce soit que j'accomplisse serait un jour à la hauteur à leurs yeux. En dernière année, le travail et les études constants avaient fait des ravages. Des cernes soulignaient en permanence mes yeux. Mon poids avait chuté à cause des repas sautés et du stress, mais une opportunité s'est présentée qui a momentanément éclairci mes perspectives, un stage prestigieux dans une entreprise d'ingénierie innovante à Cincinnati. Le poste correspondait parfaitement à mes intérêts en matière de conception durable et offrait de fortes possibilités d'emploi après l'obtention du diplôme. Il n'y avait qu'un seul problème. Le stage ne versait qu'une petite allocation, insuffisante pour couvrir mes dépenses de base pendant que je continuais mes cours. Je devrais réduire mes heures de travail, créant un déficit financier. À contre-cœur, j'ai appelé mes parents. Je ne demanderai pas si ce n'était pas important, ai-je expliqué, soulignant les avantages de carrière de cette opportunité. J'ai juste besoin d'un peu d'aide pour un semestre, peut-être du fonds d'études. La longue pause qui a suivi aurait dû me préparer à la réponse. Nous ne l'avons tout simplement pas en ce moment, Henri, a finalement dit maman. L'entreprise d'Hélène est à un stade de croissance critique. Et c'est peut-être un autre prêt étudiant. J'ai refusé le stage, acceptant plutôt un poste dans une usine de fabrication locale qui payait mieux, mais offrait peu en termes d'avancement professionnel. Le monde de l'ingénierie valorise ses premières connexions prestigieuses,
et je savais que je sacrifiais des opportunités futures pour une survie financière immédiate, un autre compromis dans une longue série. Le jour de la remise des diplômes est arrivé avec un étrange mélange de fierté et d'épuisement. 4 années de travail acharné m'avaient valu un baccalauréat S-Sciences en génie mécanique. La cérémonie était prévue à 10 heures du matin, et j'ai demandé à ma famille d'arriver à 9 heures afin que nous puissions prendre des photos avant que je n'aie besoin de m'aligner avec ma classe. À 9h45, je me tenais seul devant l'auditorium, vérifiant continuellement mon téléphone. Finalement, un texto de maman, on est en retard. Hélène avait besoin de se préparer pour la foire artisanale de demain. Garde-nous des places. Je ne pouvais pas garder des places à une cérémonie de remise des diplômes où les étudiants et les familles étaient assis séparément, mais je n'ai pas pris la peine de l'expliquer. Au moment où ils sont arrivés, se précipitant à 10h20, j'étais déjà assis avec mes camarades de classe. Je les ai aperçus en train de trouver des places à l'arrière juste avant que les diplômés en ingénierie ne soient appelés. Le doyen a lu mon nom, mentionnant ma distinction cum laude. En traversant la scène, j'ai scruté la foule, apercevant mes parents au loin. Papa vérifiait son téléphone. Maman aidait Hélène à organiser quelque chose dans un dossier des demandes de foire artisanale. J'ai appris plus tard que mon moment, fruit de 4 années de travail, était à peine un éclair dans leur attention. Après la cérémonie, nous nous sommes réunis brièvement pour des photos. Nous devons partir bientôt, a mentionné papa, en regardant sa montre. Hélène doit terminer de préparer ses présentoirs pour demain. En fait, ai-je dit, rassemblant ma détermination. J'espérais que nous pourrions discuter de mes prêts étudiants. Maintenant que j'ai obtenu mon diplôme, je voulais parler de l'utilisation du reste du fonds d'études pour rembourser une partie de la dette. Mes parents ont échangé un regard que je ne pouvais pas tout à fait interpréter, quelque chose entre la culpabilité et l'alarme. Discutons à la maison, a suggéré maman. Pas ici. Dans leur voiture sur le chemin du retour à mon appartement, un silence inconfortable a régné. J'ai réessayé. Les intérêts s'accumulent déjà. Si nous pouvions appliquer le fonds d'études maintenant, cela permettrait d'économiser de l'argent à long terme. Papa s'est raclé la gorge. Henri, il y a quelque chose que nous devons t'expliquer. Mon estomac s'est serré alors que nous entrions dans le stationnement de mon complexe d'appartements. Quelque chose dans son ton a déclenché un avertissement dans mon esprit. Nous nous sommes assis dans la voiture stationnée, moteur éteint, la chaleur printanière augmentant dans l'espace clos. Le fonds d'études, ai-je demandé quand aucun d'eux n'a parlé. Papa a serré le volant, bien que nous ne bougions pas, la situation est, eh bien, le fonds n'est pas disponible pour le moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-il bloqué dans un investissement qui doit arriver à échéance? Maman s'est tournée sur son siège pour me faire face. Nous avons dû prendre des décisions familiales, Henri. Tu te débrouillais si bien tout seul avec tes emplois et ta bourse. Qu'est-ce que vous dites, ai-je demandé, bien qu'une réalisation écœurante se formait déjà. Papa s'est finalement tourné pour me faire face. Il y a 2 ans, nous avons dû réaffecter ses ressources. L'entreprise d'Hélène avait besoin de capitaux pour se développer. C'était une décision familiale, basée sur les priorités de l'époque. Le mot « réaffecter » planait dans l'air comme un gaz toxique. Vous avez dépensé mon fonds d'études pour l'entreprise de bijoux d'Hélène. Ma voix me semblait lointaine. Ce n'était pas seulement dépenser, a dit maman sur la défensive. C'était investir dans l'avenir de la famille. L'entreprise d'Hélène a tellement de potentiel. Tu sais à quel point elle est créative. Mon éducation ne comptait pas comme l'avenir de la famille. La question est sortie à peine audible. Tu étais déjà sur ta voie, a expliqué papa, comme si cela clarifiait tout. Ton diplôme allait se faire de toute façon. Hélène avait besoin de cet élan pour s'établir. Nous avons vu cela comme ayant des rendements plus prometteurs que moi. Les mots n'étaient pas prononcés à voix haute, mais ils auraient tout aussi bien pu être peints sur un panneau d'affichage. Combien, ai-je réussi à demander? Combien y avait-il dans ce fonds avant que vous ne le réaffectiez? Un autre échange de regards inconfortables. Environ 47 000 $, a finalement admis papa. Nous épargnons depuis que tu as 12 ans. Le chiffre m'a frappé comme un coup physique. 47 000 $, presque exactement le montant de la dette de prêt étudiant que je portais maintenant, la dette qui me suivrait pendant des années, limitant mes options de logement, retardant tout espoir de constituer ma propre épargne, planant sur chaque décision financière. Quand aviez-vous l'intention de me le dire, ai-je demandé,
ma voix tremblant malgré mes efforts pour la contrôler. Nous pensions que ce ne serait peut-être pas nécessaire, a dit maman. Tu gérais tout si bien. Donc, si je n'avais pas demandé, vous m'auriez simplement laissé croire que l'argent était encore là d'une manière ou d'une autre, m'auriez laissé continuer à penser que vous souteniez mon éducation pendant que je travaillais jusqu'à l'épuisement. Le visage de papa s'est durci. Tu es dramatique, Henri. Nous t'avons soutenu de bien des façons. Nous sommes fiers de ce que tu as accompli. Fiers? Vous m'avez à peine regardé accepter mon diplôme aujourd'hui. C'est injuste, a protesté maman. Nous étions là. Nous avons toujours été là. Être physiquement présent n'est pas la même chose qu'être là, ai-je rétorqué. Vous avez été les parents d'Hélène, pas les miens, depuis des années. La portière de la voiture s'est ouverte soudainement de l'extérieur. Hélène se tenait là, l'air confus. Qu'est-ce qui prend autant de temps? Je dois rentrer à la maison pour finir de fixer le prix de ma nouvelle collection. Le moment était si absurdement parfait que j'ai ri, un son dur et brisé qui les a tous les trois fait fixer. Le savais-tu, lui ai-je demandé directement. Savais-tu d'où venait tout cet équipement? Le site web, le matériel de marketing, les fournitures? L'expression d'Hélène est passée de la confusion à la surprise, puis rapidement à la défensive. Ils ont dit qu'ils investissaient dans mon entreprise. Il n'y a rien de mal à ce que les parents soutiennent les rêves de leurs enfants. Ils n'investissaient pas de nouvel argent, ai-je expliqué froidement. Ils utilisaient le fonds d'études qu'ils m'avaient promis, l'argent qui était censé m'éviter d'obtenir mon diplôme avec une dette écrasante. Je ne savais pas que c'était spécifiquement ton argent d'études, a-t-elle bafouillé, cherchant la confirmation auprès de nos parents. Mais honnêtement, Henri, les carrières artistiques sont beaucoup plus difficiles à établir que l'ingénierie. Tu gagneras 6 chiffres tout de suite. Je construis quelque chose à partir de rien. 6 chiffres, ai-je répété avec incrédulité. Je commence à 42 000 $ avec plus de 47 000 $ de dette parce que j'ai dû travailler au lieu de faire des stages qui font avancer ma carrière, parce que chaque décision que j'ai prise était limitée par la nécessité de subvenir à mes besoins quand je pensais que mon argent était épargné. Tu pourrais toujours travailler pour Hélène un jour, a suggéré papa comme s'il offrait une solution, une fois que l'entreprise aura vraiment décollé. Garde tout dans la famille. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi, le dernier fil d'espoir qu'ils reconnaissent l'ampleur de leur trahison. Je suis sorti de la voiture, récupérant ma toge et ma casquette de remise des diplômes dans le coffre. J'ai besoin que vous partiez tous, ai-je dit doucement. Je ne peux pas faire ça en ce moment. Henri, ne sois pas comme ça le jour de ta remise des diplômes, a plaidé maman. Ma journée de remise des diplômes était déjà ruinée, ai-je répondu. S'il vous plaît, allez-vous-en. J'ai marché jusqu'à mon appartement sans me retourner, entendant leur voiture démarrer et s'éloigner. Dans mon petit studio d'une pièce, entouré de manuels d'ingénierie et des meubles de seconde main que j'avais péniblement rassemblés, j'ai finalement laissé les larmes couler. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi dans mon lit. Je me suis assis sur mon balcon jusqu'à l'aube, à regarder les étoiles et à me demander comment les personnes qui étaient censées le plus m'aimer pouvaient avoir si complètement rejeté mon avenir. Les semaines qui ont suivi l'obtention de mon diplôme se sont déroulées dans un brouillard de trahison et d'incrédulité. Je me suis présenté à mon nouveau poste d'ingénieur chez Midwest Dynamics, une entreprise de fabrication de taille moyenne qui m'avait offert un poste de débutant dans son service de conception. Mes collègues ont remarqué ma distraction, mais l'ont attribué à l'adaptation à un nouvel emploi. À l'intérieur, je m'effondrais. Après 2 semaines d'insomnie et de crise d'angoisse, j'ai utilisé ma nouvelle assurance maladie pour trouver un thérapeute. Le docteur Abrams, une femme calme aux cheveux grisonnants et au regard pénétrant, a écouté mon histoire sans interruption. Ce que vous décrivez est une profonde rupture de confiance, a-t-elle dit quand j'ai eu fini. Votre réaction, la douleur, la colère, le sentiment d'inutilité, ce sont toutes des réponses normales à un traitement anormal. Au cours de nos séances, j'ai calculé l'impact financier réel de la décision de mes parents. Les 47 000 $, s'ils étaient appliqués à mes prêts immédiatement après l'obtention de mon diplôme, auraient permis d'économiser environ 21 000 $ d'intérêt sur la période de remboursement standard de 10 ans. Au-delà de l'argent, les coûts d'opportunité étaient incalculables, stages prestigieux refusés, événements de réseautage manqués, projets de recherche abandonnés en raison de conflits de travail. Mon téléphone s'est rempli de messages vocaux et de SMS de mes parents.
Leurs approches allaient des justifications défensives, nous avons fait ce qui nous semblait juste à l'époque, à la minimisation de mes sentiments, tu réagis de façon excessive, aux tentatives de culpabilisation, après tout ce que nous avons fait pour toi. Pas une seule fois ils n'ont reconnu l'ampleur de leur trahison ni offert aucune forme de réparation. 3 semaines après l'obtention de mon diplôme, j'ai accepté un dîner tendu dans un lieu neutre, un restaurant à mi-chemin entre mon appartement et leur maison. La conversation s'est rapidement détériorée. Nous comprenons que tu sois contrarié, a commencé maman, mais la famille, c'est surmonter les désaccords. Ce n'est pas un désaccord, ai-je corrigé. Vous avez pris quelque chose qui m'était promis et vous l'avez donné à Hélène. C'est du vol. Le visage de papa est devenu rouge. Nous t'avons élevé mieux que pour nous parler de cette façon. Tout ce que nous avons fait a toujours été pour cette famille. La moitié de cette famille, ai-je rétorqué, la moitié qui ne m'inclut pas. Ce n'est pas juste, Henri, a protesté maman. Nous t'avons toujours soutenu. Avec quoi? Des mots? Parce que. Ce n'était certainement pas avec des actions ou de l'argent. Le dîner s'est terminé sans résolution, juste une division plus profonde. Je suis rentré chez moi sans sentiment de conclusion, seulement la confirmation qu'ils n'avaient pas vraiment compris ce qu'ils avaient fait. Pendant ce temps, par le biais d'amis communs, j'ai entendu dire que l'entreprise d'Hélène continuait à avoir des difficultés malgré l'investissement substantiel. Sa nouvelle collection ne s'était pas bien vendue à la foire artisanale. La boutique de Columbus avait refusé de proposer sa ligne, invoquant une qualité incohérente. Elle s'était développée trop rapidement, commandant des matériaux en gros avant d'établir la demande. Pourtant, mes parents continuaient à consacrer des ressources à son entreprise en faillite. Un ami qui a visité leur maison a mentionné de nouveaux équipements d'emballage dans l'atelier d'Hélène. Un autre a rapporté avoir vu papa déposer des fournitures un jour de semaine alors qu'il aurait dû être au travail. J'ai pris la décision délibérée d'établir des limites. J'ai refusé les invitations au dîner du dimanche. J'ai laissé les appels aller à la messagerie vocale, ne répondant que par de brefs SMS si nécessaire. Je me suis plutôt concentré sur la construction d'une stabilité dans ma nouvelle vie, établir un budget qui tenait compte de mes importants remboursements de prêts, nouer des liens avec des collègues qui pourraient aider à faire avancer ma carrière, trouver de petits moments de joie malgré mes contraintes financières. Le véritable point de rupture est survenu 2 mois après l'obtention de mon diplôme. Ma grand-mère a appelé, inquiète de mon absence aux réunions de famille. Tes parents semblent stressés par l'argent ces derniers temps, a-t-elle mentionné avec désinvolture. Ton père m'aide à organiser mes finances, me pose des questions sur mes comptes de retraite. Un soupçon froid s'est formé. Après notre appel, j'ai contacté mon oncle Robert, le frère de papa, et le membre de la famille en qui j'avais le plus confiance. Ce qu'il a révélé a confirmé mes pires craintes. Ils ont contracté une 2e hypothèque sur la maison l'année dernière, m'a-t-il dit à contre-cœur. Et ils ont emprunté sur la retraite de ta grand-mère. Tout va dans l'entreprise d'Hélène, mais Robert, cette entreprise ne rapporte pas d'argent. J'ai essayé de leur dire, mais ils ne veulent pas écouter. Ce soir-là, j'ai composé un courriel formel à mes parents. Le message était clair, je n'offrirai aucun soutien financier à eux ou à Hélène, ni maintenant ni dans le futur. Leurs décisions financières étaient les leurs, mais ils ne pouvaient pas s'attendre à ce que je les sauve des conséquences. Quelques heures plus tard, Hélène a appelé, furieuse. Comment peux-tu abandonner la famille comme ça? J'ai juste besoin d'un petit prêt pour traverser cette période difficile. Ma prochaine collection va tout changer. J'ai bloqué son numéro après cet appel. Puis j'ai complètement changé mon propre numéro, ne le partageant qu'avec des amis et des collègues de confiance. Les tentatives de culpabilisation ne pouvaient pas fonctionner s'ils ne pouvaient pas me joindre. Construire un système de soutien en dehors de ma famille est devenu essentiel à ma guérison. Jeff, mon ancien colocataire, avait également pris un emploi à Columbus et est devenu une présence régulière dans ma vie. Mon supérieur au travail, Marcus, s'est intéressé à mon développement professionnel, offrant des conseils qui allaient au-delà des problèmes d'ingénierie. Lentement, j'ai noué des liens avec des personnes qui m'appréciaient pour moi-même, et non pour ce que je pouvais fournir ou sacrifier. Je me suis lancé dans mon travail avec une concentration qui a impressionné mes responsables. Alors que mes collègues passaient leur soirée à socialiser, j'ai entrepris des projets supplémentaires, gagnant une réputation de personne dévouée et fiable. Je me suis inscrit à des cours de certification en soirée, élargissant mes qualifications malgré mon épuisement. Le schéma familier de surmenage était malsain, mais il m'a permis de me distraire de la douleur et de me diriger vers une sécurité future.
6 mois après l'obtention de mon diplôme, lors d'une évaluation de performance, mon supérieur a noté mes contributions exceptionnelles, mais a exprimé son inquiétude. Tu fais un travail remarquable, Henri, mais tu vas t'épuiser à ce rythme. Le succès ne se résume pas à l'excellence technique. Il s'agit de durabilité. Ces paroles faisaient écho aux récentes observations de mon thérapeute. Tous deux avaient raison. Je remplaçais une forme d'autodestruction par une autre. L'enfant qui s'était efforcé d'obtenir l'approbation de ses parents était devenu un homme qui s'efforçait d'obtenir une validation professionnelle avec la même intensité désespérée. La prise de conscience a entraîné un changement dans mon approche, non pas travailler moins, mais travailler plus intentionnellement, en créant un espace pour la récupération et la réflexion. Pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à mesurer ma valeur selon mes propres normes, et non selon la reconnaissance ou l'approbation de qui que ce soit. C'était un début fragile, facilement ébranlé par des moments de doute, mais c'était néanmoins une croissance. 8 mois après l'obtention de mon diplôme, des nouvelles me sont parvenues par Sarah, une amie commune du lycée. Elle avait visité un marché artisanal local où Hélène avait un stand. C'était un peu triste, Henri, a-t-elle rapporté autour d'un café. Elle donnait pratiquement des choses, a mentionné qu'elle fermait son atelier. Il y avait des panneaux où tout doit disparaître partout. Malgré tout, une pointe de sympathie a fait surface. Les rêves d'Hélène s'effondraient, et malgré le favoritisme, elle était toujours ma sœur, la personne qui avait partagé mon enfance, qui m'avait autrefois fait des cartes d'anniversaire avec des paillettes qui se répandaient partout, qui avait grimpé dans mon lit pendant les orages quand nous étions petits. Sarah a continué à fournir des détails que je n'avais pas demandés, mais que je n'ai pas pu m'empêcher d'absorber. Elle a des dettes envers des fournisseurs, apparemment. Je l'ai entendu parler à un autre vendeur de plans de paiement pour les matériaux qu'elle avait déjà utilisés. 2 semaines plus tard, mon cousin Michael a appelé. Nous étions restés en contact malgré mon éloignement de la famille immédiate. Je pensais que tu devrais savoir, a-t-il dit maladroitement, oncle Michael a pris un deuxième emploi de nuit à l'entrepôt. Tante Caroline remplace pendant ses vacances d'été au lieu de prendre du temps libre comme d'habitude. L'information s'est installée lourdement. La situation financière de mes parents se détériorait comme je l'avais prédit. Les conséquences de leur choix se manifestaient exactement comme je l'avais annoncé. Il n'y avait aucune satisfaction à avoir raison, seulement un vide douloureux. Mon premier contact indirect est venu lorsque ma tante Linda a appelé, apparemment pour vérifier comment j'allais dans mon nouveau travail. Après quelques minutes de bavardage, son véritable objectif est apparu. Tes parents sont trop fiers pour dire quoi que ce soit, a-t-elle commencé prudemment, mais ils traversent une période difficile. Ton père se surmène avec ce deuxième emploi. Ta mère semble déprimée. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je répondu avec neutralité. Ils ont fait des erreurs, Henri. Les parents font ça. Parfois, toutes les erreurs n'impliquent pas de prendre 47 000 $ promis à un enfant et de les donner à un autre. Elle a soupiré. Ils voient les choses différemment, mais quoi qu'il en soit, ils sont en difficulté. Tu réussis bien dans ta carrière maintenant. Peut-être que tu pourrais aider juste jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Je rembourse les prêts étudiants que je n'aurais pas s'ils avaient tenu leurs promesses, lui ai-je rappelé. C'est plus de 600 $ par mois qui pourraient être consacrés à mon propre avenir. La conversation s'est terminée inconfortablement, sans que l'un de nous ne soit satisfait. Après avoir raccroché, j'ai consulté les médias sociaux pour la première fois depuis des mois. Les comptes de mes parents donnaient un aperçu de leur situation. Hélène avait publié des offres promotionnelles désespérées, 50% de rabais, surtout, soutenez les artistes locaux. Maman avait partagé des citations passives-agressives sur la loyauté familiale et le soutien mutuel dans les moments difficiles, clairement destinées à moi, bien que je ne sois pas mentionné nommément. Des amis avaient commenté avec des émojis de cœur et de vagues expressions de soutien, ne connaissant pas toute l'histoire. Un ami commun a confirmé ce que je soupçonnais, Hélène était retournée vivre chez mes parents, incapable de payer son appartement plus longtemps. Selon cet ami, elle était tombée dans une dépression, passant des jours au lit et blâmant le marché injuste et l'incapacité des gens à apprécier les articles fabriqués à la main pour l'échec de son entreprise. Elle n'avait pas cherché d'emploi régulier, s'accrochant toujours à l'identité d'entrepreneur et d'artiste. L'information a déclenché des émotions conflictuelles. Une partie de moi se sentait vengée. L'enfant chéri était enfin confronté à la réalité. Une autre partie ressentait une véritable tristesse pour ma sœur, piégée dans un cycle créé en partie par le comportement permissif de nos parents.
Le plus complexe était mon inquiétude pour mes parents eux-mêmes. Malgré tout, je ne voulais pas qu'ils souffrent ou qu'ils se surmènent au point de provoquer une crise de santé. Après avoir consulté le docteur Abrams, j'ai rédigé un courriel offrant une réconciliation conditionnelle. J'aiderais mes parents à créer un plan de redressement financier s'ils reconnaissaient le détournement de mon fonds d'études et acceptaient de cesser de soutenir financièrement les entreprises infructueuses d'Hélène. L'aide que j'offrais n'était pas de l'argent. C'était une assistance en planification financière, tirant parti des compétences en matière de budgétisation que j'avais développées par nécessité. Leur réponse est arrivée 3 jours plus tard, décevante et prévisible. Ils appréciaient mon inquiétude, mais estimaient que j'étais contrôlant en attachant des conditions à mon aide. Ils ne pouvaient absolument pas abandonner Hélène alors qu'elle était si près de renverser la situation. Le courriel se terminait en espérant que je trouverais dans mon cœur la possibilité d'aider sans jugement. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est survenue lorsque Michael, mon cousin, m'a envoyé un SMS avec une photo en pièces jointes. Elle montrait un tableau blanc dans la cuisine de mes parents avec l'en-tête nouveau plan d'affaires, Is Boutique Online. En dessous se trouvait un budget qui comprenait un poste, capital de démarrage, produit de la vente de la voiture. Il parle de vendre la voiture de ta mère pour financer la boutique en ligne d'Hélène, a expliqué Michael. Je pensais que tu devrais savoir, le cycle continuait. Il n'avait rien appris de l'échec précédent. La définition de la folie est de faire la même chose à plusieurs reprises et de s'attendre à des résultats différents. Mes parents se lançaient dans une nouvelle série d'autodestruction financière, et ils voulaient m'y entraîner. Ce soir-là, je me suis assis sur le balcon de mon appartement à regarder le coucher de soleil d'été et à contempler les limites. Le docteur Abrams avait souligné que les limites ne visaient pas à punir les autres, mais à me protéger moi-même. Je devais décider ce que je pouvais offrir sans sacrifier mon propre bien-être et mon avenir financier. J'ai rédigé un nouveau courriel, plus clair et plus ferme qu'auparavant. Je ne contribuerai à aucune entreprise commerciale. Je ne renflouerai pas les entreprises en faillite. Je ne permettrai pas la poursuite du schéma qui avait déjà causé tant de dommages. Cependant, je restais ouvert à la reconstruction des relations personnelles s'il pouvait respecter ses limites. Je n'ai jamais reçu de réponse directe à ce courriel. Au lieu de cela, une semaine de silence a suivi, brisée seulement lorsque mon téléphone a sonné avec le nouveau numéro de ma mère, un numéro que je n'avais pas bloqué parce que je ne l'avais pas vu auparavant. Le téléphone a vibré sur ma table basse, affichant un numéro que je ne reconnaissais pas, mais avec l'indicatif régional de notre ville natale. Quelque chose m'a dit de qui il pouvait s'agir. Après 4 sonneries, j'ai répondu avec prudence. Allô? Henri? C'est maman. Sa voix semblait fatiguée, mais elle avait ce ton familier, celui qu'elle prenait quand elle avait besoin de quelque chose. J'espère que tu vas bien. Ça va, répondis-je, en gardant une réponse neutre. Comment as-tu eu ce numéro? Ta grand-mère me l'a donné. Elle était inquiète à cause de la dispute familiale. Une brève pause. Tu nous manques au dîner du dimanche. Les banalités se sont poursuivies maladroitement pendant quelques minutes, des commentaires sur la météo, une question sur mon travail qui n'attendait pas une réponse complète avant de passer à autre chose. Je sentais qu'elle préparait quelque chose, qu'elle prenait son courage à 2 mains pour la véritable raison de son appel. Henri, dit-elle finalement, sa voix prenant un ton plus urgent. Je t'appelle parce que nous avons une situation. Le propriétaire d'Ella menace de l'expulser. Elle doit payer son arriéré de loyer avant la fin de la semaine, sinon elle perdra son appartement. Je croyais qu'elle était retournée vivre à la maison, dis-je, confus. C'est le cas, mais elle est toujours responsable de son bail d'appartement pour encore 3 mois. Elle ne peut pas le rompre sans payer le montant total. Et nous avons fait tout ce que nous pouvions. Ton père fait des doubles quarts de travail. J'ai accepté des remplacements supplémentaires. Nous avons déjà emprunté à tous ceux qui étaient prêts à nous aider. Sa voix s'est légèrement brisée. Nous avons besoin de $4000 d'ici vendredi, sinon elle perdra aussi sa caution. Le caractère direct de la demande était presque rafraîchissant après des mois de manipulation et de culpabilisation. Donc, tu me demandes d'envoyer de l'argent pour le loyer d'Hélène? Juste cette fois, implora-t-elle. Juste pour l'aider à traverser cette passe difficile jusqu'au lancement de la boutique en ligne. J'ai pris une profonde inspiration, me recentrant avant de répondre. Maman, qu'est-il arrivé à mon fonds d'études? La question l'a clairement prise au dépourvu. Quoi, Henri? Il ne s'agit pas de ça. C'est une situation d'urgence.
C'est directement lié, insistai-je calmement. Qu'est-il arrivé aux 47 000 $ qui étaient censés m'aider à obtenir mon diplôme sans dette écrasante? Nous en avons déjà parlé, dit-elle, la frustration perçant dans sa voix. Nous avons pris une décision familiale en fonction des circonstances de l'époque. Non, toi et papa avez pris une décision. Hélène en a profité. Je n'ai jamais été consulté, alors que j'étais le plus touché. J'ai gardé un ton égal. Maintenant, je prends une décision en fonction de ma situation. Pourquoi Hélène ne travaille-t-elle pas dans des emplois réguliers comme je l'ai fait pendant mes études? C'est une artiste, Henri. Elle ne peut pas simplement prendre n'importe quel emploi. Elle a besoin de temps pour créer. J'ai travaillé 30 heures par semaine tout en obtenant un diplôme d'ingénieur, lui ai-je rappelé. Ça m'a presque brisé, mais je l'ai fait parce que je devais le faire. Pourquoi est-elle différente? Ne sois pas ridicule. C'est totalement différent. Comment? Explique-moi en quoi c'est différent. La voix de maman s'est élevée. Tu es délibérément difficile. Ta sœur a besoin d'aide. Et j'ai eu besoin d'aide pendant 4 ans, rétorquai-je. Où était cette urgence? Puis j'ai entendu du mouvement à son bout du fil. Puis la voix de papa est venue au téléphone. Henri, ce n'est pas le moment de ressasser de vieilles rancunes. Hélène risque de se retrouver à la rue. En tant que son frère, tu as une responsabilité. Ma responsabilité a été épuisée quand vous avez pris mon fonds d'études, répondis-je. Avez-vous calculé les intérêts de mes prêts étudiants lorsque vous avez pris votre décision familiale? Je vais payer 21 000 $ de plus à cause de ce que vous avez fait. Personne ne t'a dit de contracter ces prêts. La voix de papa avait ce ton défensif familier. Tu aurais pu aller au collège communautaire ou prendre plus de temps pour terminer tes études. Personne ne m'a dit non plus que l'argent promis pour mon éducation avait été réaffecté. En arrière-plan, j'ai entendu la voix d'Hélène qui écoutait apparemment au haut-parleur. Dis-lui juste que je le rembourserai quand ma boutique en ligne décollera. Elle avait l'air larmoyante mais convaincue d'y avoir droit. Il a un bon travail. Il peut se le permettre. J'ai un bon travail qui paie 42 000 $ par année, déclarai-je catégoriquement. Après les impôts et les remboursements de prêts, il me reste à peine assez pour le loyer et les dépenses de base. Je conduis une voiture de 15 ans qui tombe en panne tous les mois. Je n'ai pas pris de vacances depuis l'université. Où pensez-vous que ces 4 000 $ viendraient? Tu dois avoir des économies, suggéra maman. Mon compte d'épargne a 900 $ dessus. C'est mon fonds d'urgence pour quand ma voiture mourra finalement complètement. Les Wilson d'à accent grave côté ont offert leur aide, ajouta maman, changeant de tactique. Des gens qui ne sont même pas de la famille sont prêts à se mobiliser, mais notre propre fils refuse. Cette déclaration a clarifié tout de leur point de vue. Ils considéraient mon refus comme un échec moral plutôt qu'une limite. Ils ne considéraient pas leurs actions comme la violation de confiance originelle. Dans leur récit, j'étais le méchant, pas la victime. J'ai une contre-proposition, dis-je, me surprenant moi-même avec la clarté qui a soudainement émergé. J'ai calculé que le fonds d'études avec les intérêts m'aurait permis d'économiser 68 000 $ au total. Si vous êtes sérieux au sujet de la reconstruction de notre relation, commencez par un plan de remboursement pour restaurer ce qui a été pris. Le silence qui a suivi était profond. Finalement, papa a parlé, sa voix froide. Je n'arrive pas à croire que tu comptes les points comme ça. Ce n'est pas comme ça que la famille fonctionne. C'est exactement comme vous m'avez appris que la famille fonctionne, répondis-je. Vous avez attribué des valeurs différentes à vos enfants. Vous avez investi dans l'un et exploité l'autre. Maintenant, vous voyez les retours sur ces investissements. C'est ridicule, coupa maman. Nous n'allons pas être traités comme des débiteurs par notre propre fils. Mais vous êtes à l'aise de me traiter comme votre banque personnelle après avoir rompu vos promesses. Après tout ce que nous avons fait pour toi, commença papa. Je l'ai coupé. Ce que vous avez fait, c'est me montrer exactement où je me situe. Je n'enverrai pas d'argent pour le loyer d'Hélène ou son entreprise ou toute autre urgence financière. Ce que je ferai, c'est offrir à Hélène une référence au service des ressources humaines de mon entreprise. Nous avons des postes de débutants qui paient bien avec des avantages sociaux. Elle devrait travailler des heures régulières comme tout le monde, mais cela résoudrait ses problèmes financiers. C'est une artiste, protesta encore maman. Elle peut être une artiste les soirs et les fins de semaine, tout comme j'étais un étudiant tout en travaillant à temps plein. Je me suis arrêté, puis j'ai exprimé ma position finale.
Ce sont mes conditions, de l'aide pour trouver un emploi légitime, pas des dons en argent. Et toute relation future dépend de la reconnaissance de ce qui s'est passé avec mon fonds d'études. Tu as changé, Henri, dit papa doucement. Tu es devenu froid. Je suis devenu clair, ai-je corrigé. Il y a une différence. L'appel s'est terminé peu après sans résolution. J'étais assis dans mon appartement, étonnamment calme, malgré la confrontation. Pour la première fois depuis que j'ai découvert la vérité sur le fonds d'études, je me sentais complètement certain de ma position. La culpabilité qui m'avait tourmenté, les remises en question, l'inquiétude d'être trop dur, tout cela s'était dissipé face à leurs attentes continues et à leur manque de responsabilité. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois, libéré du poids des attentes impossibles et de l'obligation unilatérale. 3 jours après l'appel de confrontation, un coup à la porte de mon appartement m'a surpris. Je n'attendais personne et peu de gens connaissaient mon adresse. À travers le Judas, j'ai vu Hélène, plus mince que dans mes souvenirs et moins soignée, ses cheveux habituellement parfaits tirés en une simple queue de cheval. Mon premier réflexe a été de faire semblant de ne pas être à la maison, mais quelque chose m'a fait ouvrir la porte. Nous nous sommes regardés pendant un long moment, des frères et sœurs devenus étrangers. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle finalement. Contre mon meilleur jugement, je me suis écarté. Elle entra prudemment, observant mon modeste appartement d'un regard qui semblait plus curieux que critique. « Si tu es ici pour de l'argent, la réponse n'a pas changé, dis-je en fermant la porte. » Elle secoua la tête. « Je ne suis pas ici pour de l'argent, du moins pas directement. » Elle s'assit sur mon canapé sans y être invitée. « Je suis ici parce que je suis en colère contre toi. » « Tu es en colère contre moi. » « Oui, tu as abandonné la famille quand nous avions le plus besoin de toi. Tu es devenu froid et calculateur. Tu n'es pas le frère avec lequel j'ai grandi. » Ma colère monta. « Es-tu venu jusqu'ici juste pour m'attaquer ? Parce que je peux te montrer la porte tout de suite. » « Non, attends, dit-elle rapidement, sa colère se dégonflant visiblement. C'est sorti de travers. Je suis juste. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas nous aider. Je pris place en face d'elle. Est-ce que maman et papa t'ont déjà dit exactement d'où venait l'argent pour ton entreprise ? Elle baissa les yeux sur ses mains. Ils ont dit qu'ils investissaient en moi. Ce n'était pas leur argent à investir. C'était le mien. L'argent promis pour mon éducation depuis que j'ai 12 ans. Ils ont dit que c'était une décision familiale. Une décision prise sans consulter le membre de la famille le plus touché, ai-je interrompu. Savais-tu que j'ai travaillé 30 heures par semaine pendant mes études ? Savais-tu que j'ai refusé des opportunités de carrière parce que je n'avais pas les moyens de les saisir ? Savais-tu que j'ai obtenu mon diplôme avec près de 50 000 $ de dette qu'il me faudra au moins 10 ans pour rembourser ? Elle resta silencieuse pendant un moment, puis murmura, j'en savais une partie, pas tout. Elle ne croisait pas mon regard. L'année dernière, j'ai surpris papa en train de parler à maman de la question de savoir s'il devait te le dire. Maman pensait que tu n'avais jamais besoin de le savoir puisque tu te débrouillais bien toute seule. L'aveu planait dans l'air entre nous. Elle avait su et n'avait rien dit. J'aurais dû dire quelque chose, continua-t-elle, me surprenant. Je me sentais coupable, mais à ce moment-là, l'argent était parti, dépensé en équipement qui ne vaut pas la moitié de ce que nous avons payé, un site web que personne ne visite, des matériaux que je ne pouvais pas utiliser efficacement. Sa contenance se brisa et soudain elle sanglotait. J'ai échoué à la seule chose en laquelle il croyait, et maintenant nous en payons tout le prix. Malgré tout, voir ma petite sœur s'effondrer a remué quelque chose de protecteur en moi, pas assez pour offrir de l'argent, mais assez pour lui tendre un mouchoir et attendre que les larmes se soient calmées. J'étais jalouse de toi en grandissant, dit-elle, finissant par essuyer ses yeux. Tu as toujours su exactement ce que tu voulais. Tu étais si intelligent, si concentré. Maman et papa s'attendaient à ce que je sois comme toi, mais quand je n'ai pas pu, ils ont surcompensé. Ils ont jeté de l'argent et des éloges sur tout ce que j'ai tenté, en espérant que quelque chose colle. Cette perspective ne m'était jamais venue à l'esprit. Ils ont dit assez clairement qu'ils pensaient que tu étais celle qui avait le plus de potentiel. Elle rit amèrement. Ils nous ont menti à tous les deux alors. Ils m'ont dit que j'étais spéciale tout en paniquant à l'idée que je ne serais jamais aussi capable que toi. Elle regarda de nouveau mon appartement. Même avec tout ce qu'ils ont fait pour te retenir, regarde-toi, employé, indépendant, construisant une vie. Pendant ce temps,
j'ai 25 ans et je retourne dans ma chambre d'enfance sans rien à montrer de tout leur investissement, sauf des dettes et des stocks invendus. Nous avons parlé pendant des heures cet après-midi-là, effaçant des années d'incompréhension et de ressentiment. Hélène a admis qu'elle avait aimé être la préférée, mais a reconnu maintenant à quel point ce favoritisme avait été creux, la préparant à l'échec en l'isolant des conséquences du monde réel et des commentaires honnêtes. J'ai reconnu que j'avais été tellement concentré sur ma propre douleur que je n'avais pas considéré comment la dynamique familiale dysfonctionnelle l'avait également endommagée, mais différemment. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant » demandai-je à l'approche du soir. Elle soupira. « Je ne sais pas. Le propriétaire a accepté un plan de paiement, donc au moins je ne suis pas expulsé immédiatement, mais à long terme, je suis à court d'idées. Mon offre tient toujours, dis-je, pas de l'argent, mais je peux t'aider à trouver un vrai travail, quelque chose de stable, pendant que tu réfléchis. » À ma surprise, elle hocha la tête. « Je pense que je suis prête pour ça. » La pression constante de faire réussir l'entreprise, de justifier la foi de maman et papa en moi, a été écrasante. Peut-être qu'un emploi régulier avec des heures régulières me donnerait en fait plus de liberté d'une certaine manière. Le lendemain, j'ai apporté son curriculum vitae à notre service des ressources humaines. Ils avaient un poste administratif ouvert, pas glamour, mais stable avec des avantages sociaux et un potentiel de croissance. Hélène a passé une entrevue la semaine suivante et a été embauchée à partir de immédiatement. Un mois s'est écoulé avant que j'aie de nouveau des nouvelles de mes parents. Mon père a appelé un dimanche après-midi, sa voix manquant de sa confiance habituelle. « Hélène dit qu'elle travaille maintenant dans ton entreprise, commença-t-il maladroitement, dans un département différent. Mais oui, elle semble mieux, plus concentrée. » Il s'éclaircit la gorge. Elle nous a tout dit ce dont vous aviez parlé, de ce qu'elle ressentait en grandissant, de la pression, du fait de savoir que le fonds d'études avait été utilisé pour son entreprise. Je suis resté silencieux, attendant. J'ai réfléchi à ce que tu as dit au sujet des intérêts sur tes prêts. Sa voix se fit plus douce. Je ne pense pas que ta mère et moi ayons pleinement compris l'impact de notre décision. Ce n'était pas une reconnaissance complète, mais c'était quelque chose. Cela a affecté tous les aspects de ma vie adulte, dis-je simplement. Je peux le voir maintenant. Une longue pause. Je ne peux pas tout rembourser d'un coup. Je ne sais pas si nous pourrons jamais tout rembourser complètement, mais j'aimerais commencer. Seriez-vous prêt à vous rencontrer pour discuter de la façon dont nous pourrions commencer à réparer nos erreurs ? 2 semaines plus tard, une épaisse enveloppe est arrivée dans ma boîte aux lettres. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de ma mère, 6 pages de réflexion, de regrets et de demandes de pardon. Elle a écrit sur ses propres insécurités en tant que parent, sur les priorités mal placées, sur la reconnaissance progressive que leur stratégie d'investissement avait nui à leurs 2 enfants de différentes manières. La lettre n'était pas parfaite. Il y avait encore des moments de justification et de minimisation, mais en dessous se trouvait quelque chose auquel je ne m'attendais pas, un remords sincère. Dans l'enveloppe se trouvait également un chèque de $2000, pas de quoi changer une vie, mais important compte tenu de leur situation financière, et une note promettant des paiements similaires trimestriels jusqu'à ce qu'ils aient fait des progrès significatifs vers la restauration. Le processus de guérison a été lent et imparfait. 6 mois après notre première conversation, Hélène avait été promue au travail et avait emménagé dans son propre appartement, un appartement plus modeste qu'avant avec un loyer qu'elle pouvait réellement se permettre. Elle créait toujours des bijoux, mais comme un véritable passe-temps plutôt que comme une tentative désespérée d'identité et d'approbation parentale. La pression supprimée, elle a découvert qu'elle aimait à nouveau le processus créatif. Mes parents ont réduit leur style de vie, faisant enfin face à la réalité financière au lieu de courir après la prochaine percée commerciale. Papa a pris sa retraite de son 2e emploi, se concentrant sur la reconstruction de sa santé après des mois d'épuisement. Maman a recommencé à enseigner à temps plein plutôt que de simplement faire des remplacements, ce qui lui a assuré un revenu plus stable. Ils ont effectué des paiements petits mais constants sur mes prêts comme promis. 1 an après l'appel de confrontation, nous nous sommes réunis pour dîner dans un restaurant, en territoire neutre. La conversation n'était pas entièrement confortable, mais elle était honnête. Nous avons discuté des limites, des attentes et du travail continu de reconstruction de la confiance. Mes parents retombaient parfois dans de vieux schémas, mais se corrigeaient maintenant eux-mêmes ou acceptaient une correction douce. Grâce à la thérapie et à la réflexion, j'en suis venu à comprendre que ma valeur n'était pas déterminée par leur validation ou leur approbation. L'enfant qui avait désespérément recherché la reconnaissance par la réussite était devenu un homme qui trouvait la satisfaction dans sa propre définition du succès.
J'ai appris que le pardon n'exigeait pas l'oubli, que les limites n'étaient pas une punition et que l'amour pouvait coexister avec la responsabilité. Ma relation avec Hélène s'est transformée le plus radicalement. La concurrence artificielle fabriquée par nos parents s'est dissoute, nous permettant de découvrir une connexion authentique en tant qu'adultes. Nous n'étions pas les meilleurs amis, mais nous étions des alliés dans la guérison d'un passé dysfonctionnel commun. La leçon la plus profonde a été que la vraie famille n'est pas une question de soutien financier inconditionnel ou d'obligation. Il s'agit de respect mutuel, d'honnêteté et de courage de se tenir mutuellement responsables. L'amour qui permet des schémas néfastes n'est pas de l'amour du tout, mais de la peur déguisée en générosité. Rester ferme sur mes limites n'était pas égoïste. C'était la seule façon de briser le cycle qui nous avait tous endommagés. Mon histoire n'est pas une histoire de vengeance ou d'abandon. Il s'agit de trouver la force de dire « je compte aussi ». Mes rêves comptent. Mon avenir compte. Parfois, la chose la plus aimante que vous pouvez faire pour votre famille est de refuser de participer à son autodestruction, même si elle qualifie votre refus de trahison. Si vous avez déjà eu à faire des choix difficiles pour vous protéger du dysfonctionnement familial, sachez que vous n'êtes pas seul. Parfois, tenir bon n'est pas seulement pour votre propre guérison. Cela crée également un espace pour que les autres grandissent. Avez-vous déjà eu à fixer des limites difficiles avec votre famille? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre d'autres histoires sur la façon de trouver la force dans les moments les plus difficiles de la vie. Merci d'avoir écouté et rappelez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par l'incapacité des autres à voir votre valeur.